Après l'annonce de la dissolution du gouvernement ivoirien le 4 juillet dernier, il se sera écoulé environ 6 jours avant que la nouvelle équipe chargée de répondre aux aspirations des Ivoiriens ne soit rendue publique. Pour qui connaît la célérité du président Alassane Dramane Ouattara, le temps pris à la formation de cette nouvelle équipe a de quoi étonner. Davantage quand la quasi-totalité des ministres PDCI sont reconduits, mais que cela n'a pas empêché le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de dire publiquement, à travers un communiqué citant Henri Konan Bédié, qu'il n'avait été associé ni de près ni de loin à la formation de ce gouvernement, malgré ce contexte. Lors du premier conseil sous sa présidence, Ouattara a démenti toute tension au sein de la coalition au pouvoir et a renouvelé son appel au parti unifié, selon lui, seul gage de paix et de développement pour le pays. Et ce, même si son grand allié, le PDCI, ne l'entend pas de cette oreille. Le président, quant à la possibilité pour lui ou non de briguer un troisième mandat, a reporté ses indications à l'occasion de son adresse à la nation le 6 août prochain. Mais pour l'opposition à travers ce gouvernement, le président est officiellement en campagne pour 2020. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a promis un meeting à Yopougon pour très bientôt. Côte d'Ivoire, nouveau gouvernement, paix des braves ou enlisement de la crise au sein de la coalition au pouvoir. C'est le thème retenu pour ce numéro de votre émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur le plateau de Angle de Vue, ce jour, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. En sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Kakri Kaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Panacom, un réseau de communicateurs panafricains. Ma première question est pour vous. Quelle lecture faites-vous du temps qu'a duré, je dirais, l'attente avant la publication de ce gouvernement-là? Pourquoi ça a pris 5-6 jours, alors que d'habitude, normalement, le lendemain ou 2 jours maximum plus tard, le gouvernement était rendu public? Bonjour aux téléspectateurs de la chaîne panafricaine Sika TV. Revenant à votre question, je voudrais dire que c'était un temps mis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour mener des négociations, tenter de ramener le président Bédié vers sa position. Parce que vous voyez que avant, je pense bien que c'est la veille de la formation du gouvernement, il y a eu Kandia et puis Henriette Dagui qui sont allés rencontrer le président Bédié. À sa demande, mais qui sont allés le rencontrer pour discuter avec lui. Lui demander de donner une liste, mais bon, le président Bédié n'a pas fait droit à ça. Donc je pense que c'était un temps mis pour tenter de le ramener, pour tenter de le faire basculer sur la position de Ouattara. Malheureusement pour Ouattara et puis heureusement pour Bédié, je pense que les choses ne sont pas allées dans ce sens. Voilà. Et Tchefa, le président a-t-il cherché à contenter tous les camps à travers cette nouvelle équipe gouvernementale? Si vous parlez de camp, je voudrais qu'on soit d'accord sur les différents camps de ceux qui le soutiennent. Les oufouettistes, ceux avec qui il gère le pays, ceux d'abord qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir d'État, et ensuite ceux avec qui il gère, bien entendu, puisqu'il aurait besoin de cette coalition, qu'il le veuille remplir ou non, mais pour assurer sa suite dans l'exercice, d'abord gagner le pouvoir d'État et ensuite l'exercer. Donc de ce point de vue, il a intérêt que chaque camp par rapport à sa dimension proportionnellement soit remercié. C'est logique quand nous sommes en politique. Voilà. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a le retour de petits partis qui ont ratifié les statuts du RHDP. Est-ce que cela confirme la volonté du président d'aller au parti unifié, vaille que vaille, Kakri Kaza? Oui, mais bon, je pense que le parti unifié en lui-même n'est qu'un paravent. Alassane Ouattara veut soit, comme l'a dit mon co-débatteur, se maintenir au pouvoir ou maintenir sa dynastie. Voilà, maintenir sa dynastie en ce sens qu'il a mis en place une équipe gouvernementale qui va dans son sens, qui est prête à l'accompagner dans sa mission qui est de rempiler. Moi, je pense qu'il va rempiler. Rappeler les petits partis politiques, c'est pour conforter le RDR, pour montrer que le RDR n'est pas seul. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans la sphère politique ivoirienne que de plus en plus, Alassane Ouattara est isolé. Non seulement par l'opposition,
ce qui est tout à fait naturel, mais par son propre camp. On a vu déjà les problèmes qu'il a eu avec Soro Guillaume. On voit maintenant les problèmes qu'il a avec Bédié. Il a eu des problèmes avec l'UDPCI qui vient de rappeler. Il a des problèmes dans son propre camp. Aujourd'hui, des imams donnent de la voix, ceux qui l'ont soutenu hier. Aujourd'hui, on voit qu'Alassane Ouattara est de plus en plus isolé, non seulement sur la scène politique nationale, mais sur la scène politique internationale. Donc, en rappelant tous ces petits partis, c'est pour donner l'impression qu'il a toujours la main, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de parti unifié et métier face sans le PDCI? Est-ce que c'est possible de parler de parti unifié sans le parti qui vous a aidé à conquérir le pouvoir d'État? Souvenez-vous, je l'avais dit ici, sur ce même plateau, que de plus en plus, lorsque nous allons nous rapprocher de 2020, que le risque d'implosion serait élevé. Je l'avais dit ici. Et il ne faut pas perdre de vue que, en fait, lorsqu'on parle du RDPH ou de tous ceux qui font, je vais dire, cette grande mouvance en Côte d'Ivoire, ce n'est essentiellement que le RDR et le PDCI, auxquels d'autres partis satellites, moi je ne parle pas de petits partis, d'autres partis satellites gravitent et concoctent cet ensemble qui, disons, a pour partage l'idéologie du président Houphouët-Boigny. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. OK? S'il manque un élément, et surtout l'un des éléments les plus déterminants, à savoir le PDCI, cela va poser un énorme problème. C'est que cet ensemble n'existe plus. Or, il se serait entendu sur un contrat bien précis. Nous t'appuyons et tu nous appuies après. Et par rapport à cela, c'est que, en fait, c'est le PDCI maintenant qui doit désigner son candidat que cet ensemble est censé porter pour 2020. Mais visiblement, le RDR n'a pas envie d'appuyer ce choix-là. C'est ce qui pourrait créer ces frictions-là au sein de la coalition. Moi, je reste encore positif et optimiste. Le président Ouattara sait que s'il prend pour argument une nouvelle constitution, notamment celle de novembre 2016, qui ouvre une troisième république pour rempiler, il sait qu'il aura très peu de soutien. Et qu'en Afrique, ce n'est pas de cela que nous avons besoin pour notre développement. Mais s'il respecte les contrats, les accords, les clauses sur lesquelles il s'était entendu avec ses frères, je crois qu'ils feront beaucoup de choses ensemble. Mais Tiefa, votre optimisme me semble quelque peu dépassé au vu de la scène et du schéma politique actuel. On a l'impression que les dés sont jetés parce que quand plusieurs cadres du PDCI, membres du gouvernement, se réunissent pour appeler à la formation du RHDP contre l'avis qu'ils ont eux-mêmes émis en conseil politique quelques jours auparavant, c'est qu'il y a forcément eu une onction ou un soutien derrière pour dire allez-y, faites-le. Et si le PDCI, par un communiqué, dit nous ne tolérons aucun mouvement à l'intérieur de notre parti, et ça veut dire que c'est une bataille rangée où plusieurs cadres PDCI sont prêts à quitter leur parti pour rejoindre le RHDP et pourquoi pas le RDR de Ouattara. Donc aujourd'hui, est-ce que les schémas ne sont pas clairs pour dire oui, le président a envie d'aller à un troisième mandat, oui, il va le faire, et donc remettre en cause le RHDP? Non, lorsque vous émettez des hypothèses, il ne faut pas être pressé de les voir s'affirmer ou s'infirmer. Il faut prendre la peine d'observer tout. Écoutez, le président Ouattara peut lancer des ballons d'essai et tenir compte des messages que ces ballons d'essai vont lui ramener. Je vous l'ai dit. Il sait, je vous ai dit qu'il sait que faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire ne serait pas facile. Il le sait. Et que de plus en plus, lorsque ces soutiens vont le lâcher, notamment le PDCI, il sait que ce serait un projet quasi impossible dans sa réalisation. Alors, s'il le sait, tout politique, souvenez-vous, le général Kérékou ici, jusqu'à la veille de son départ, disait toujours qu'il dira quelque chose sur sa succession, sans pour autant fixer les gens. N'oubliez pas, nous sommes en politique, et le jeu des acteurs est tel que l'information est suffisamment grande, suffisamment importante pour pouvoir faire bouger les acteurs par rapport à telle ou telle réalité. Donc, faire planer le doute ou le suspense sur sa succession, va-t-il remplir ou non?
ne serait qu'un jeu politique pour déterminer un certain nombre de choses. Lorsqu'il n'aura pas l'assurance d'un certain nombre de choses, lorsqu'un certain nombre de faits ne se seraient pas confirmés, écoutez, depuis 2015, ce débat déjà du fait qu'il remplit ou non se posait. Jusqu'à ce que, je vous l'ai dit, à chaque fois que nous allons nous rapprocher de 2020, ce problème se posera. J'espère qu'il n'est pas un homme fou et qu'il est un grand Africain. Voilà. Kakrikaza, est-ce que le PDCI c'est possible? Est-ce que le RHDP c'est possible sans le PDCI, selon vous? Bon, le PDCI, quand on parle de RHDP, c'est Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Oufouettiste, Oufoué-Boigny, fondateur du PDCI, premier président de la Côte d'Ivoire, qui est toujours, c'est-à-dire, le PDCI reste toujours le patrimoine d'Oufoué. Quand on veut créer un rassemblement des Oufouettistes, quand on dit qu'on veut mettre ensemble une coalition qui porte le nom et qui suit l'idéologie d'Oufoué, sans le PDCI, c'est vraiment n'importe quoi, excusez-moi du terme. Donc, je pense que Alassane Ouattara, comme je l'ai dit tantôt, il va mettre en place son RHDP. Son RHDP pour sa mission personnelle, pour ses intérêts personnels. Et tout à l'heure, mon co-débatteur disait des choses, mais vraiment ça, c'est une lecture des grands hommes politiques, des grands tacticiens. Voilà. Ce que je ne retrouve pas chez Ouattara. Voilà. Un grand homme politique, un grand tacticien ne magnifie pas la violence, ne magnifie pas des choses qui sont totalement négatives comme le fait Alassane Ouattara. Ça aurait été quelqu'un d'autre. J'ai dit oui, c'est une bonne réflexion, ce sont de bonnes analyses. Alassane Ouattara va foncer, comme il aime bien foncer. Il va foncer, quitte à ce que je te casse le visage. Mais le problème ici, c'est le PDCI. Le PDCI qui est vu comme un parti bédié, qui est vu comme quelqu'un de pas trop courageux, quelqu'un de souvent mou. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir vis-à-vis des coups qu'Alassane Ouattara va porter? Est-ce qu'il va tenir vis-à-vis des violences d'Alassane Ouattara? Vous voyez ce que le camp Gbagbo subit. Le camp Gbagbo tient, il subit. Le FPI a été divisé. C'est le premier parti d'ailleurs à avoir été divisé. Avec Afin Guessan. Tu n'aimes pas que je le dise, mais avec Afin Guessan. Et puis, bon, le FPI qui se reconnaît en Laurent Gbagbo, le seul FPI d'ailleurs. Donc aujourd'hui, après ça, il y a eu l'UDPCI qui a subi le foudre. Qui avait été viré du gouvernement. On a vu l'UPCI, on a vu l'UPCI, on a vu le PIT qui est divisé en deux, on a vu le MFA. Alassane Ouattara, c'est comme ça qu'il agit. C'est ce qu'il veut faire avec Bédié. Il a dit, et son premier ministre, Gon Coulibaly, l'a répété, ils feront le RHDP avec ceux qui veulent qu'ils fassent le RHDP. Et ils sont prêts à faire le RHDP avec sur les traces de quoi là, je ne veux même pas dire Oufoué parce que Djoumani, c'est pas sur les traces d'Oufoué il est, mais ils veulent faire le RHDP avec ce mouvement. Est-ce que Bédié va tenir? Tous les Ivoiriens aujourd'hui? Si l'appel de Daoukro est confirmé, visiblement, il pourrait tenir. Parce que si accord il y a que le PDCI propose un candidat soutenu par le RDR et toute la coalition au pouvoir, et que si cet accord-là est violé, je me demande ce qui pourrait empêcher le président. En 2010, il avait perdu 600 000 voix. Il le répète chaque jour. Il le répète, le président Bédié. Il venait en seconde position. Il a perdu 600 000 voix. Il a laissé tomber au profit d'Alassane Ouattara. En 2015, il ne s'est pas présenté au profit d'Alassane Ouattara. Voilà. Il a fait l'appel de Daoukro. Ils ont conclu un accord. Aujourd'hui, Bédié dit qu'il veut le retour du bâton. Alassane Ouattara dit « je t'ai rien dit ». Ce qu'on sait de Bédié, c'est que difficilement il va au contact. Voilà. Est-ce que cette fois-ci il va aller au contact pour sauver la Côte d'Ivoire? La question reste posée. Et votre avis là-dessus? Est-ce qu'il va le faire selon vous? Je souhaite qu'il le fasse. Est-ce qu'il va le faire? Je préfère dire je souhaite qu'il le fasse. Voilà. Parce qu'il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a gâché le pays. Alassane Ouattara a détruit le pays. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il faut que les fils et filles de Côte d'Ivoire se retrouvent pour dire non à cette dictature. Si hier le PDCI a fait chemin avec Alassane Ouattara, pourquoi on en arrive là? Aujourd'hui, ils peuvent se ressaisir. Et j'appelle tous ceux aujourd'hui qui sont avec Alassane Ouattara, qui disent qu'ils sont dans le RHDP, à se rappeler de ce qui était la Côte d'Ivoire hier avant Alassane et de ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec Alassane. Et qu'ils puissent se retrouver pour bouter hors cette dictature. Voilà. Non, je voudrais nuancer quelque chose. Moi, je ne crois pas que le président Ouattara
ait gâté la Côte d'Ivoire, hein, je ne crois pas. Du point de vue économique, sous lui, la Côte d'Ivoire a fait des performances qui peuvent être appréciées. Lesquelles performances? Non, attendez. Permettez que chacun voit à sa façon. La Côte d'Ivoire a tenu. Je vous rappelle que ce pays-là, qui est sorti d'une crise aussi violente, a réussi à afficher un taux de croissance économique dans l'enclavure de 8 points. Ce que d'autres pays stables comme nous n'avons jamais réussi à faire. Il ne faut pas perdre cela de vue. C'est-à-dire le pays qui était une situation extrêmement difficile et économiquement a pu tenir. C'est important, il faut le manifester. Je disais que la seule chose importante, c'est la gouvernance politique du président Ouattara et qu'il a intérêt à faire que sa gouvernance politique ne sabote pas les efforts économiques qu'il a pu accomplir à la tête de ce pays-là. Ils ont arrêté un accord, il est avec ses frères, ils ont une idéologie. Il a intérêt à ne faire que ce qu'ils avaient arrêté avant. Je l'ai dit et je le répète pour une troisième fois sur ce plateau et ce matin, faire un troisième mandat lui serait extrêmement difficile. Et pour qui connaît tout ce qu'ils ont traversé, surtout lui, puisqu'il en était un des acteurs, moteurs, il a intérêt à en tenir compte pour ne pas tout foutre en l'air, c'est tout. Voilà. Kakri Kaza, je voudrais vous demander le nombre de ministres et de secrétaires d'État. On était à 35, aujourd'hui on est à 41. Quelle est votre lecture là-dessus? Est-ce que c'est normal pour un pays aussi vaste que la Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que, selon vous, c'est un effectif pléthorique? Les avis divergent. J'aimerais avoir le vôtre par rapport à cette question. D'accord. Avant de revenir sur cette question, permettez-moi de rebondir rapidement sur la question économique de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'Alassane Ouattara a bénéficié de l'embellie du travail de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a bénéficié du PPTE, un travail qui a été effectué par Laurent Gbagbo. C'est sous Alassane Ouattara que les fonds ont été décaissés. Alassane Ouattara a bénéficié de plusieurs prêts. Aujourd'hui, regardez, la dette de la Côte d'Ivoire avant le PPTE et la dette de la Côte d'Ivoire maintenant, ça dépasse la dette du PPTE. Donc c'est trop facile de bénéficier de l'argent qui est destiné à faire un travail pour le pays. Et puis on dit, bon, il y a 1000 francs dans la caisse, donc par rapport à 1000 francs dans la caisse, vous avez 8%. Mais aujourd'hui, où il est là, il y a plus de dettes que quand on n'avait pas eu le PPTE. Donc il faut nuancer les choses. Regardez le travail qu'il dit avoir fait avec cet argent. Regardez les petites pluies, les inondations. Monsieur Kaza, quel est le taux de croissance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Excusez-moi. Donc, laissez-moi la police des débats avec vous. Oh, oui. Allez-y, Kaza, rapidement. D'accord, rapidement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres. Il y a d'abord les chiffres. Ça, c'est les économistes qui aiment bien les chiffres. Mais il y a aussi la redistribution des richesses. Si les richesses étaient autant bien redistribuées et que le peuple se retrouvait, il n'allait pas avoir toutes ces grognes. Je vous invite, monsieur, à bien regarder les grognes du peuple ivoirien. Et même dans le camp de Ouattara, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Ouais. Les Ivoiriens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. L'électricité grimpe, le carburant grimpe, tout, le riz, tout. C'est dur en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis parce que je suis ivoirien. Voilà. Pas parce que je suis pas partisan d'Alassane Ouattara, mais je suis ivoirien. Et ce que je dis, on peut le voir. Aujourd'hui, il y a l'Internet qui permet de voir toutes les choses. Donc, je vous invite à regarder. Répondez à ma question maintenant. À votre question, je pense que le gouvernement est trop pléthorique, mais je le comprends. Je le comprends, c'est un gouvernement de campagne, comme le dit l'opposition. C'est un gouvernement de campagne. Alassane Ouattara veut contenter des gens qui sont prêts à aller avec lui pour, j'ai dit, ses ambitions, à savoir rempiler pour 2020 ou perpétuer sa dynastie pour 2020. Donc, par rapport à ça, on n'en a pas encore fini. Je pense que s'il y a des leaders d'opinion ou des partis satellites, pour rejoindre mon co-débatteur avec ce terme, qui frappent à la porte et qui peuvent lui apporter quelque chose, il peut encore augmenter, il n'a pas de problème avec ça, peu importe. Voilà, mais Tchefa, votre avis sur cette polémique, parfois, ou d'effectifs pléthoriques, on a vu des dirigeants dire maximum 20 ministres ou secrétaires d'État, aujourd'hui on en est à 41, est-ce que c'est beaucoup plus pour contenter tous les partis satellites, comme vous le dites? Non, pour moi, un gouvernement, il n'y a pas de chiffre. C'est le chef de l'État qui choisit en fonction de ses priorités. Toutefois, il faut qu'on aille voir. Est-ce qu'il a des raisons pertinentes de quitter 35 pour 41? Les départements ministériels qui ont été encore fragmentés, est-ce qu'il y a des raisons évidentes pour y arriver? Et à l'arrivée, parce que, disons, il lui reste à peu près 1 an, à l'arrivée, est-ce qu'en 1 an, cela pourrait produire un impact significatif pour le développement de la Côte d'Ivoire? Je ne crois pas.
Je ne crois pas. Mais ce qui est important, c'est que ces différents départements ministériels travaillent réellement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et que ceux qui sont choisis sont des gens qui, d'abord, sont entièrement patriotes et ensuite ont forcément quelque chose à apporter. S'il n'y a rien de tout cela et que ce n'est qu'une simple distribution du gâteau national pour constituer une sorte de bloc ou de coalition en vue du pouvoir politique, ce serait un dommage. Ce serait d'abord un gaspillage des ressources publiques et ensuite ce serait une mauvaise lecture politique. Parce que ce qui permet en fait de gagner le pouvoir, c'est votre projet de société. Ce n'est pas ce que vous mettez dans votre gouvernement, à mon avis. Voilà. J'aurai des indications plus précises sur mes ambitions futures pour rassembler la nation entière à l'occasion de mon adresse à la nation le 6 août. Propos du président Alassane Dramane Ouattara. À quoi peut-on s'attendre, Kaki Kaza? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est en campagne. Il est en campagne électorale pour 2020. Donc tout ce qu'il va faire va rentrer dans la campagne, va rentrer dans ses ambitions comme je les ai rappelé tout à l'heure. Et si le président dit qu'il ne brigue pas un troisième mandat? Ça sera vraiment un miracle. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais comme je l'ai dit, s'il ne brigue pas, si vraiment avec un grand si, il ne brigue pas, forcément, il va vouloir imposer un de ses lieutenants. Parce qu'il faut perpétuer les intérêts de la dynastie. Il faut les protéger, pardon. Il faut perpétuer le règne de Ouattara. Et donc, il n'est pas prêt à laisser. Vous savez d'où est venue la crise? Si on s'en tient aux révélations de Jeune Afrique, sans publicité aucune, la dernière rencontre qu'ils ont eue, la dernière rencontre qu'il y a eu entre les deux chefs d'État pour parapher l'accord, selon eux manifeste, accord, peu importe, c'est eux qui ont le terme. Au cours de cette rencontre, Bédié, le président Bédié a dit à Alassane Ouattara qu'il comptait se présenter en 2020. Il comptait se présenter en 2020. C'est à partir de là que la crise est née. Donc, selon vous, le président Bédié serait candidat à un autre... Non, ce n'est pas moi qui le dis. Je cite Jeune Afrique, qui a fait la révélation. À moins que je ne me trompe, mais je cite Jeune Afrique, qui a dit qu'au cours de cette rencontre, le président Bédié a informé Alassane Ouattara de ce qu'il comptait se présenter en 2020. Voilà. Alassane Ouattara, on dit son sang a fait un tour. Voilà. Et c'est à partir de là que quand il est sorti de cette rencontre, il a fait l'annonce pour dire, bon, c'est pas exclu qu'il se présente lui aussi pour 2020. Comme pour dire à Bédié que non, ça ne va pas se passer ainsi. Voilà. Et donc je pense que c'est à partir de là que la crise est née, parce qu'il ne voit pas d'un bon oeil le fait que Bédié se présente. Et il a compris par là que l'appel de Daoukro et puis la tenance demandée, voulue par Bédié, c'était pour son propre intérêt à lui, Bédié. Mais Alassane Ouattara aussi travaille pour son propre intérêt. Aujourd'hui, nous avons encore la guerre des héritiers. On souhaite que le peuple ivoirien n'en pâtisse pas. Voilà. Mtfa, est-ce que vous croyez à une hypothétique candidature d'Henri Konan Bédié pour 2020? Il a quel âge aujourd'hui? Au-delà de 80 ans? Le président Ouattara a 76 ans. Et celui-ci est son grand frère d'au moins 5 ans. Bon, vous-même allez voir. Écoutez, il a parlé de la guerre des héritiers. Je crois que c'est vrai, une république n'appartient à personne. Et je crois que tout est dynamique. La Côte d'Ivoire a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de cadres politiques formés par les différents partis politiques. Et je crois qu'il faut que cette génération des oufouettistes de première, ou je vais dire des oufouettistes fils à papa, s'en aille pour qu'on voit une nouvelle génération. Que ce soit chez Gbagbo, chez les oufouettistes, chez n'importe qui. Vous avez des gens qui ont milité très tôt, qui ont fait une très bonne école politique, qui sont âgés autour de la cinquantaine. Et je crois que ce serait salutaire de passer la main à cette génération pour que la Côte d'Ivoire ne trépasse pas, mais révèle son génie à l'Afrique, comme elle a toujours eu l'opportunité de le faire, puisque c'est un pays de talent. Voilà. Kaki Kaza, est-ce que vous êtes de ceux qui appellent à la prise du pouvoir par cette jeunesse-là? Parce que de nos recoupements et de nos discussions avec beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup ont dit, nous attendons d'aller sanctionner, nous voulons l'alternance au sommet de l'État et nous voulons la jeunesse au pouvoir. Beaucoup de gens me l'ont dit. Est-ce que vous pensez réellement que l'heure est venue pour les plus jeunes, notamment à la quarantaine, de prendre les destins de la Côte d'Ivoire en main, de proposer autre chose que ce qui avait été proposé par, entre griffes, les fils du père fondateur?
Bon, moi, je ne dirais pas les choses de cette façon. Voilà. Je pense qu'on peut être jeune et être, excusez-moi du terme, cancre. Et puis, on peut être vieux et être très intelligent et servir pour le pays. La preuve, ce sont des vieux et des jeunes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Le chef de la rébellion, c'est un très jeune. Est-ce qu'il avait encore 30 ans ou bien il avait juste la trentaine? Et puis il a déchiqueté... À l'époque, bien sûr, merci beaucoup. Il a déchiqueté la Côte d'Ivoire. C'était un jeune. Les rebelles étaient des jeunes. Bref, donc, je ne pense pas que la construction d'une nation repose seulement sur l'alternance pour ce qui concerne l'âge. Parce que moi, qui vous parle, je pense que le président Laurent Gbagbo doit encore revenir diriger la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas, si on s'en tient à ce que vous dites, ce qui n'est pas la position de ses camarades. Pourtant, je suis jeune et je sais qu'il y a des capacités, il y a des qualités dans le camp pro-Gbagbo qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Mais par rapport à nos ambitions, par rapport à notre lecture de la situation, par rapport même à la crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire et par rapport à la vision que nous avons, nous les panafricanistes, il faut démontrer à cet Occident-là que ce n'est pas lui qui doit décider de ce qui doit se passer en Afrique. Le président Laurent Gbagbo a été élu en 2010. Ils lui ont volé sa victoire, ils lui ont envoyé un coup d'État, ils l'ont pris, ils l'ont ramené. Il faut que ne serait-ce que même pour la symbolique. Ne serait-ce que pour la symbolique. Quand le président Gbagbo quitte à la CPI et il vient reprendre la place de président de la République en Côte d'Ivoire, même si c'est pour 1 minute, on aura montré à l'Occident que ce n'est pas vous qui décidez. Les Africains voulaient leur président, ils l'ont eu. Vous l'avez eu pour un moment, on l'a ramené. Maintenant, après, par rapport au projet de société, comme l'a dit mon co-débatteur, au programme de gouvernement et aux valeurs intrinsèques de tout un chacun, si un jeune a ses qualités, et puis on pense que le temps est arrivé pour qu'on fasse, comment on appelle ça, la place aux jeunes, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, je ne vois pas les choses en ce thème. Je pense qu'il faut tenir compte des valeurs des uns et des autres. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la Côte d'Ivoire ? Même si vous avez 100 ans, est-ce que vous avez les conditions physiques nécessaires? Est-ce que vous avez encore les réflexes nécessaires? Est-ce que vous avez les valeurs nécessaires pour construire la Côte d'Ivoire et non vous construire et non chercher à faire une autre bien, à faire n'importe quoi pour la Côte d'Ivoire? Voilà ce que nous on voit. Donc, je pense qu'il faut nuancer. Ce que, par contre, je pense qu'on peut déjà faire un brassage. Un brassage, si c'est un vieux pour tenir compte de votre expression, mais quelqu'un de plus âgé qui est là, il faut qu'il fasse avec les jeunes. Parce que les jeunes ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup de capacités. Si, par la situation, c'est les Ivoiriens qui décident, si c'est un jeune qui est là, bon, c'est pas le temps de chasser tout le monde. Il a parlé de la classe d'âge de la cinquantaine. Moi-même, je vais jusqu'à la soixantaine. Tout cela. Je pense qu'il y a des gens encore qui sont serviables pour la Côte d'Ivoire. Et donc, ceux-là, il faut en tenir compte. Il ne faut pas les balayer pour les balayer. Voilà. Je crois que, bon, nous ne sommes pas en train de mener un débat de génération, ce que je ne fais jamais. Je vois la potentialité en tout un chacun. Et chacun peut servir son pays à travers ce qu'il sait faire. Tout à fait. À travers ce qu'il sait faire. Et non forcément à travers le pouvoir politique. Je voudrais aussi préciser que je ne crois pas que l'Afrique irait en guerre contre l'Occident. Ce serait inutile. On n'a pas besoin de cela. Et la troisième chose que je voudrais préciser, la Côte d'Ivoire n'aura de bonheur, n'aura de stabilité que lorsque tous ceux qui ont été au pouvoir par le passé se rassurent ou rassurent le peuple qu'ils ne sont plus intéressés par le pouvoir. Il a dit quelque chose tout à l'heure et il faut que lui-même tire leçon de cela. Si le président Bédié n'avait pas dit à son frère « je serai candidat », celui-ci ne ferait rien. Mais puisqu'il a remis en jeu ses ambitions, celui-ci aussi a dit « ok, je serai candidat ». Et à cela, vous allez ajouter Gbagbo, ça fait le trio infernal, éternel, et la Côte d'Ivoire va s'enliser. Je dis, quoi que l'on dise de la constitution béninoise, il y a quelque chose dedans, je crois, qui pourrait servir aux autres Africains. On a mis un dispositif qui crée l'élimination naturelle. Regardez, tous ceux dont nous sommes en train de parler là, ils ont quel âge? Qu'est-ce que le président Bédié n'a pas fait à la Côte d'Ivoire? Et c'est maintenant qu'il le ferait. Vous pensez que la venue au pouvoir de Gbagbo maintenant, ce que nous allons rechercher, c'est le symbole d'une minute? Ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait par le passé et que vous pensez que maintenant, il pourra le faire et que la Côte d'Ivoire serait très développée, n'aura plus aucun problème? Je crois que quand vous prenez le président Houphouët-Boigny, qui est passé,
Il y a eu la génération d'Henri Konan Bédié. Vous avez vu, tous trois sont allés au pouvoir. Les trois frères là, tous ont fait l'expérience de pouvoir. Pourquoi leur génération ne passera pas? Et que ceux qu'ils ont formés, maintenant c'est leur tour. Lorsque les uns déposeront sur la table leurs envies, ça va susciter les envies des autres. Et ce sera un combat éternel. La Côte d'Ivoire va s'en sortir quand? Vous pensez aujourd'hui que l'une des choses les plus pertinentes à mettre dans le débat politique, c'est le retour au pouvoir du président Gbagbo? Et vous pensez que c'est recevable et pertinent? Et que si nous disons ça, ce serait perçu vraiment de façon sérieuse? Je crois qu'il est temps qu'on tire un trait sur tout cela, qu'on mette ça de côté et qu'on voit d'autres acteurs politiques à la page et voir ce que leur venue va apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà. Je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, les propos du président Henri Konan Bédié, qui estime n'avoir été ni consulté, ni associé à la formation de ce nouveau gouvernement, est-ce que ces propos annoncent un lendemain des plus calmes pour la coalition présidentielle? D'accord. Permettez-moi de faire un petit retour, c'est important. J'ai cité plusieurs critères, y compris la symbolique, et puis j'ai parlé d'une minute. Sinon, Laurent Gbagbo, il a encore les capacités, les qualités de gérer la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord quand on met la gestion du président Laurent Gbagbo au même pied d'égalité que celle de Ouattara, Bédié ou Foué. Ils ont eu un temps de paix. Ils ont eu un temps de paix et ils n'ont pas eu, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de coup d'État. Ils ont eu le temps de démontrer ce qu'ils savaient faire. Donc je pense que vos analyses se rapportent à eux. Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir. La Côte d'Ivoire était à moins, je pense, 2,5%, mis dans cet état par ce dont vous parlez. Quand il est venu, une année après, on est arrivé à 0. Après ça, on est en train de monter. Les gens ont porté un coup à la Côte d'Ivoire justement parce que la gestion de Laurent Gbagbo inquiétait. Elle inquiétait l'Occident. Je n'ai pas parlé de guerre armée contre l'Occident. Enfin, je ne suis pas un homme armé, mais nous sommes en combat contre l'Occident. Si l'Afrique est à ce niveau-là, c'est d'abord les Africains, c'est vrai. Je n'ai pas dit, je n'exclus pas la responsabilité des Africains. Non, de toutes les manières, ce n'est pas les Occidentaux eux-mêmes qui portent le coup. Mais c'est eux aujourd'hui qui sont les puissants de la Terre. On ne peut pas ignorer ça aussi. On ne peut pas ignorer, c'est eux qui sont les hommes puissants de la Terre. De sorte que tous les chefs d'État qui ont voulu gérer comme ils se devaient pour le bien de l'Afrique, on sait tous comment ils ont fini. Par des coups d'État, par des guerres. Et ça, on ne peut pas exclure ça. C'est une vérité historique. Pour revenir, je pense que Laurent Gbagbo a encore les capacités, les qualités, et c'est lui qui a même de réconcilier les Ivoiriens. Parce que quand vous regardez même de tous les camps, je vous dis bien de tous les camps, aujourd'hui il y a un slogan qui est donné par les hommes du Nord, en griffe, et les militants du RDR. Gbagbo Kafissa. J'ai dit en griffe. Gbagbo Kafissa, parce que le RDR est un parti tribal. Donc, quand on parle du RDR, vraiment, c'est parler des choses. Gbagbo Kafissa, Gbagbo était mieux. Voilà. Partout, on l'appelle. Gbagbo n'a jamais voulu la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, c'est lui qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, on l'attend. Et la grande majorité des Ivoiriens l'attendent. Le meeting. Maintenant, oui. Parlant de Bédié, si les propos du président Bédié peuvent, si ça augure des lendemains paisibles, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai dit, moi je souhaite. Voilà, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Personne n'aime la guerre. Mais les grandes nations de ce monde ne sont pas construites avec un rameau d'olivier dans la main. Il y a des batailles. Parce que justement, il y a des forces qui ne veulent pas que vous vous développez, il y a d'autres forces qui veulent se développer. Et donc, on ne peut pas dire la paix, la paix, la paix. La paix, on la conquiert quand on peut être en sécurité. On la conquiert, quand on a de quoi manger. Houphouët-Boigny le disait, ceux que les ouvriers suivent. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on a perdu. Mais il a dit quoi? Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont fait. Les gens ont fait. Ouattara, il ne fait que endetter la Côte d'Ivoire. Et on ne voit pas les réalisations. Ne regardez pas les clichés que la télé, d'ailleurs qui est inféodée au parti au pouvoir, montre. Non. Mais regardez la réalité. Aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas censurer. C'est l'Internet. Si vous voulez voir la réalité, allez-y sur les réseaux sociaux. Où aujourd'hui, chacun peut être dans sa chambre et puis il peut faire sa propre communication, il peut faire sa propre télévision. Voilà. Aujourd'hui, il y a un imam qui est en prison. Simplement parce qu'il a dénoncé l'augmentation du coût de Hajj. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté à la Maca. On dit terrorisme. Il y a un autre encore qui s'est exprimé hier. Vous dites non, mais arrêtez ça.
Il a fait quoi? Où est le terrorisme? Bref, Alassane Ouattara ne veut pas de contradictions et de cette façon-là, on ne peut pas développer la Côte d'Ivoire. C'est les actes paisibles, les actes rassurants qui développent. C'est pas ce qu'il a. Pardon, ce qu'il est en train de faire. Emetchefa, l'opposition a dénoncé aussi des irrégularités concernant notamment les listes électorales récemment et a parlé de fraude, notamment de la constitution de la CEI qui serait trop pro-régime et pas assez démocratique. Est-ce que c'est des leviers sur lesquels le régime doit s'axer? Est-ce que ce sont des leviers sur lesquels on doit appuyer pour améliorer la situation politique? Oui, la Côte d'Ivoire a ce problème de liste électorale. Regardez tous les pays qui entourent la Côte d'Ivoire et qui sont d'ailleurs moins peuplés que la Côte d'Ivoire, leur population électorale est beaucoup plus élevée que celle de la Côte d'Ivoire. Donc il faut apurer cette liste-là, pas apurer, il faut en réalité la constituer en bonne et due forme et intégrer dans le fichier électoral tous ceux qui sont en âge de vraiment voter, de ratisser large sans laisser personne de côté. Lors de la dernière opération, on a eu moins de 1 million. Mais vous savez bien que c'est pas ça. La Côte d'Ivoire fait aujourd'hui plus de 22 millions d'habitants. Est-ce que ce n'est pas un problème d'engouement? Les gens n'ont pas forcément envie Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire, il faut organiser une opération sur une longue durée, expliquer les enjeux aux populations, puisque, vous savez, les Ivoiriens ont un engouement facile pour les élections, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est un pays où la politique passionne n'importe qui. Alors, quand un peuple est comme cela, je vous en prie, allez s'inscrire sur une liste électorale, ce serait la moindre des choses. Et vous ne pouvez pas faire une opération d'envergure en 1 ou 2 mois. Il faut donner le temps aux gens d'aller vraiment s'inscrire sur les listes électorales, avoir une liste électorale fiable et réelle par rapport à la population de la Côte d'Ivoire, et ensuite vous parlez de CEI, installer cet organe-là en toute indépendance pour que toutes les sensibilités politiques s'y retrouvent, toutes les sensibilités politiques, bien entendu, représentées à l'Assemblée nationale, s'y retrouvent et que les acteurs se contrôlent de façon interne à l'intérieur pour qu'on sache que on est ensemble, nous nous contrôlons et ce qui pourrait sortir d'ici ne peut être que la vérité. Et à mon avis, c'est l'héritage que le président Ouattara doit laisser à la Côte d'Ivoire. Il doit s'impliquer et passer le reste du temps à travailler pour préparer tout cela, pour agir afin que le pouvoir soit passé à une nouvelle génération. Plus vous dites que le président Gbagbo reviendra au pouvoir, celui-ci refuserait de partir d'une manière ou d'une autre. Et vous n'avez rien à y gagner. Donc dites-leur que eux trois n'ont plus rien à gagner. Si vous faites de rétropédalage et vous rentrez dans le passé pour raisonner, ça montre que vous ne vous départissez pas de vos sentiments. Ça montre que vous êtes esclave du passé. Et en vous intéressant uniquement à votre passé, vous n'aurez pas de futur. C'est aussi simple ce que je vous dis, M. Kakri. La vérité est que tout ce qui s'est passé là, quelles leçons pouvons-nous tirer de cela pour faire quelque chose de neuf et de beau? Si tout le temps en conduisant, vous avez les yeux dans vos rétroviseurs, vous ne verrez même pas ce qui se passe devant vous. C'est de cela qu'il s'agit. Et je crois que le président Ouattara a intérêt à œuvrer pour laisser à la Côte d'Ivoire une vraie liste électorale indépendante, une vraie CEI, pour que les élections de 2020 soient vraiment propres et que la volonté du peuple ivoirien s'exprime en toute liberté et en toute indépendance. Je m'en vais finir en disant que lorsqu'on veut construire, c'est-à-dire la plupart de nos États en Afrique ne sont pas des nations, ce sont des républiques. Lorsqu'on veut construire une république, une vraie, une nation, pour qu'il y ait un ciment ivoirien, pour qu'il y ait comme une langue ivoirienne, parce que depuis que vous êtes au Bénin, ça va vous permettre de mieux voir la Côte d'Ivoire, plus que l'ivoirien qui est à l'intérieur. Il y a une musique ivoirienne, vous voyez un peu. Il y a un manger ivoirien, il y a une cuisine ivoirienne. Alors, pour qu'on ait l'ivoirien, on ne doit plus parler de groupe ethnique. On ne doit plus parler de nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest. Chez les autres, ça ne se fait pas. C'est chez nous que ça se fait. Et vous avez vu ce que ça a donné. Alors, si nous ne prenons pas part à cet tremplin et que le temps que nous avons passé ensemble, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui,
ne nous a pas amenés en Afrique à construire de réels ciments et que nous parlons de panafricains, ce serait ridicule. À l'intérieur de nos États, on n'a simplement pas réussi à nous entendre pour dégager des perspectives et des tendances unitaires qui s'imposent à tout le monde. Et on veut le faire pour toute l'Afrique. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Je crois que nous avons besoin d'être concrets. Nous avons besoin d'être précis sur ce que nous voulons pour l'Afrique. Et qu'à l'intérieur de chaque pays, cette construction-là démarre pour que l'Afrique soit ce que nous voulons qu'elle soit. Voilà. Donc, Kakrikaza, vous avez prévu, ou plutôt la coalition que vous soutenez, notamment le FDI, la Aboudraman... FPI. Oui, EDS. Oui, le président du FPI. Aboudraman Sangari, voilà, la coalition... Je vais parler de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. EDS a prévu un grand meeting pour la fin de ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous comptez dire au peuple? D'accord, c'est la jeunesse de l'EDS qui a prévu, mais pas l'EDS d'abord. En tant que tel, il y a une jeunesse. Oui. D'abord, parler du président Laurent Gbagbo, c'est pas regarder dans le rétroviseur. Parce que Laurent Gbagbo, il a des idées progressistes. Vous l'avez dit. Non, il faut que tout le temps. Vous l'avez dit. Il a dit tout le temps. Oui, mais le temps est parti. C'est important. C'est important parce que quand mon co-débatteur dit des choses, il faut que je rétablisse. On n'est pas là, par exemple, pour parler de l'histoire de tout un chacun, peut-être. Mais sachez que pour faire la paix, il faut être deux. L'un des hommes politiques qui a une présence sur toute l'étendue du territoire et qui ne fait pas du tribalisme, c'est Laurent Gbagbo. Il faut que ce soit précisé. D'accord. On continue. Pour dire que Ensemble pour la démocratie et sa jeunesse a prévu un meeting pour le 28 juillet à Yopougon, à la place CP1, justement pour demander la dissolution de la CEI, justement. Je suis d'accord avec les analyses qu'a fait mon co-débatteur, sur la question de l'enrôlement, sur la question de la liste électorale, tout ça. Sauf que il faut y ajouter effectivement un manque d'engouement né de l'appel au boycott de l'opposition sur les recensements sur la liste électorale. Tout à fait, EDS a appelé au boycott. Voilà. EDS a appelé au boycott et ça s'est ressenti. Est-ce que normalement vous devriez appeler au boycott? La politique de la chaise vide, est-ce que c'est toujours la politique qu'il faut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Non, c'est une position juste et normale. Nous avons vécu ce que nous avons vécu, nous déplorons tous ici, en Côte d'Ivoire, une guerre née justement de cette CEI-là et du président actuel de la CEI. Né de cette CEI du président actuel de la CEI. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être qu'on n'est pas là pour ça, mais on ne peut pas diagnostiquer, dire des choses qui ne sont pas justes. Et puis éviter, s'il vous plaît, qu'on les rétablisse. Né de cette CEI, lorsqu'il y a eu les dernières élections, l'opposition a appelé à un boycott. Aujourd'hui, si mon co-débatteur ne le sait pas, il y a, je ne sais pas, la Cour de justice de l'Union africaine, justement, qui a appelé à la dissolution de cette CEI. Et qui a dit tout ce que cette CEI fait est nul et de nul fait. Il y a en tout cas les organisations internationales qui ont appelé à la dissolution de cette CEI. Voilà. Au moment où l'opposition était en train de dire que cette CEI, elle est dangereuse pour la paix et puis la paix et puis la quiétude en Côte d'Ivoire, beaucoup disaient vous regardez dans le rétroviseur. Aujourd'hui, si un tribunal panafricain, qui n'est pas un tribunal pour Gbagbo, le dit, sachez que vraiment ce qu'on disait, c'était la vérité. Voilà. Donc au moment où on est dans cette dynamique, c'est pas maintenant que nous qui avons récusé cette CEI et que les gens ont compris que cette CEI est dangereuse, c'est pas maintenant que cette CEI-là appelle à un enrôlement. Et puis nous, les mêmes encore, on va aller se mettre sous cette CEI-là pour faire les opérations électorales. Ça n'a pas de sens. Je vous pose une dernière question rapidement. La libération de Jean-Pierre Bemba a fait réagir en Côte d'Ivoire. Beaucoup espèrent, pourquoi pas, la sortie prochaine de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Quel est rapidement votre avis là-dessus? Je suis d'accord. Le président Laurent Gbagbo a sorti. Et c'est notre position. Ça a été toujours notre position. Aujourd'hui, la sortie de Jean-Pierre Bemba et puis la décision de la CPI montre que cette Cour commet des erreurs. Et c'est une grosse erreur qu'elle a commise en arrêtant le président Laurent Gbagbo et l'incarcérant. Aujourd'hui, par la libération de Jean-Pierre Bemba, nous savons que le président Laurent Gbagbo va venir. Et nous sommes très heureux. On l'attend. Voilà. J'ai toujours dit ici que le président Gbagbo n'a pas sa place
à la CPI. Je l'ai toujours dit. Il a sa place chez lui, en Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Je crois que, je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est l'un des grands pays africains. Et on ne va pas la construire en regardant toujours derrière. C'est pas possible. D'accord? Et on ne va pas la construire en continuant par allumer de part et d'autre de petites tensions nées de ces trois hommes-là. Alors, je voudrais demander à mes frères ivoiriens de se mettre ensemble et de rêver grand pour la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui veulent voilà, le Gbagbo. c'est votre avis, voilà, il est clair. Vous êtes Métiefa, sociologue et expert en stratégie de développement. Face à vous, il y avait Kakri Kaza, président du réseau Panacom, réseau de communicateurs panafricains. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.